Bienvenue dans le débat. Une paix est-elle possible entre les États-Unis et l'Iran? La question est bien sûr au centre du G7 à Évian, où Donald Trump est arrivé. L'accord entre Washington et Téhéran, qui doit a priori être signé vendredi à Genève, prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et la fin du blocus américain sur les ports iraniens. Il inclut aussi un cessez-le-feu de 60 jours pendant lequel les deux parties vont négocier sur les questions du nucléaire ainsi que sur la levée des sanctions sur l'Iran. Téhéran parle d'un mémorandum et appelle à la fin immédiate des opérations militaires sur tous les fronts, dont le Liban, théâtre d'opérations entre Israël et le Hezbollah. Le président libanais espère que cet accord pourra mettre un terme définitif au conflit avec Israël, a-t-il dit. Mais l'État hébreu a déjà annoncé qu'il s'opposait à un retrait du Liban. On va revenir sur cet accord entre Washington et Téhéran. Que contient-il? Est-il fragile? Quel est son impact? Et comment les pays présents au G7, la France notamment, l'appréhendent-ils? États-Unis et Iran, une paix est-elle possible? On va poser ces questions à mes invités. Rina Bassiste est avec nous ce soir. Bonsoir Rina, rédactrice pour Al Monitor et correspondante pour la radio israélienne Cannes. Merci d'être là. En face de vous, nous avons David Rigoulet-Rose. Bonsoir, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Dernier numéro, les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition, Arabie Saoudite, Turquie, Iran, et c'est aux éditions de l'Harmattan. Ce soir, nous avons Adel Bakawan avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, auteur de La décomposition du Moyen-Orient aux éditions Talandier. Bienvenue. Et nous avons Bruno Darou. Très cher Bruno, bonsoir. Bruno Darou, notre envoyé spécial au G7 à Évian, bonsoir, qui Stéphanie. suit donc ces 3 jours de sommet pour nous, pour France 24. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Donald Trump. C'était il y a quelques instants, alors qu'il a vu Emmanuel Macron. Ils ont échangé. Il y a eu une allocution des deux leaders à peu près vers 18h, 19h heure de Paris. On l'écoute. Nous nous sommes bien entendus avec l'Iran. C'est une nouvelle équipe dirigeante. Comme vous le savez, la première équipe est partie. La deuxième aussi. Et nous avons trouvé la troisième très intelligente et forte. Nous avons fini par conclure un accord. J'étais navré que nous ayons dû reprendre l'offensive pendant 2 jours. Et j'ai même cru qu'il y en aurait une troisième. Mais nous avons réussi à l'éviter. Je pense que beaucoup de bonnes choses vont se produire au Moyen-Orient. Le prix du pétrole est en chute libre et la bourse s'envole. L'essentiel, c'est que l'Iran ne possédera pas l'arme nucléaire. Ils y ont pleinement consenti. Grâce à des pouvoirs de police solides, ils n'auront pas l'arme nucléaire. Et c'était bien là l'objectif. Bruno Darou, on a suivi ensemble d'ailleurs cette allocution d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Est-ce qu'il est triomphaliste là, Trump, ou est-ce que ça s'annonce tendu? Ah bah écoutez, lui, il déroule son narratif, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il explique que les États-Unis ont obtenu un très bon accord. Alors, il y a une signature électronique, ce qui fait que c'est un peu une signature virtuelle. Il y a eu la version iranienne qui a été divulguée, mais pas vraiment la version américaine. Donald Trump, lui, est apparu, je ne sais pas si on peut dire triomphateur, parce qu'en fait, quand il a rencontré Emmanuel Macron, bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé, si vous voulez, mais il avait le visage un peu fermé, Donald Trump. Il a été relativement agréable avec Emmanuel Macron, sauf à propos de l'aide que propose le président français pour les détroit d'Ormuz, mais on va y revenir. Donc je dirais pas triomphateur, je dirais que d'une certaine manière, on peut dire soulagé, déroulant son narratif, réglant une nouvelle fois, c'est une obsession chez lui, ses comptes avec Barack Obama et son accord nucléaire de 2015 qu'il avait décidé de déchirer en 2018 concernant la partie américaine. Alors, vous me demandez si ça va bien se passer entre Donald Trump et les partenaires européens. Franchement, déjà, Emmanuel Macron devait accueillir Donald Trump à l'hôtel Royal à Évian. Visiblement, ça ne s'est pas fait. C'était peut-être un problème d'agenda, puisque le président français était en entretien avec le président brésilien Lula. Ensuite, il y a eu cet échange qui était un peu mi-aigre, mi-chou, mi-chèvre, mi-chou, comme on dit. On verra bien. Est-ce que Donald Trump va être
apaisé, de toute façon dans une position de domination vis-à-vis de ses partenaires? Est-ce qu'il va leur faire comprendre qu'il n'a pas besoin de leur aide? Est-ce qu'il va leur rappeler que quand il leur a demandé de l'aide, il n'y avait pas grand monde pour répondre? On verra bien comment tout ça va se dérouler ici, mais je ne parlerai pas, si vous voulez, d'ambiance totalement détendue. David Riguleros, que contient-il finalement cet accord? Donc on a la version iranienne, déblocage du détroit d'Ormuz, a priori, à partir de vendredi, ça serait cela. Un détroit avec peut-être un cessez-le-feu, d'ailleurs, qui inclut a priori le Liban, et un détroit dans lequel il pourrait y avoir d'ailleurs un péage, c'est ce que les Iraniens disent. Alors, ils ne parlent plus de péage maintenant, donc ils ont ajusté, c'est toute la subtilité. Un droit, ils appellent la ça subtilité un droit. Persane, des frais de gestion. Des frais de gestion. Oui, un peu à l'image de ce qui se fait, toutes choses égales par ailleurs, dans les détroits du Bosphore, turc, justement, le Bosphore, où il n'y a pas un droit de péage, mais il y a effectivement une prestation de service qui est assurée contre une contrepartie, avec une contrepartie financière. Donc ce serait un peu s'aligner là-dessus, sauf que la situation est très très différente, parce que dans le cas iranien, on a l'impression que c'est une prestation de service qui est un peu imposée. Donc c'est une manière de maquiller ce qui relèverait potentiellement quand même d'un droit de péage et qui est jugé irrecevable de toute façon par la partie... Du côté américain. Officiellement par la partie américaine et plus largement des Occidentaux en général, pour la raison simple, c'est que ça remet en cause le principe de la liberté de navigation de la Convention maritime. Donc ça reste à discuter, ce point. Normalement, non. Ce qui est intéressant, c'est une déclaration chinoise quand même qui est passée un peu inaperçue en disant que la Chine attendait justement la réouverture de la libre circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Donc voilà. Ça a pu peser aussi sur les négociations. Il faut être très prudent de toute façon, parce que comme vous le rappeliez, on a la version iranienne, mais il n'y a pas en réalité, on a deux narratifs qui se télescopent, mais qui ne sont pas coïncidents. Donc il faut attendre d'avoir les termes précis de l'accord en question. Et a priori, Adel Bakana, on va les avoir, ces termes, jeudi. Donald Trump et J.D. Vance devraient aller à Genève avec donc Ghalibaf, le président du Parlement iranien, pour signer l'accord. Un accord qui a été signé de manière électronique déjà. Oui, je suis étonné. J'étais en plateau lorsque j'ai appris de la part de J.D. Vance que J.D. Vance lui-même et Donald Trump ont mis leur signature sur la... c'est pas un accord, sur son mémorandum. Voilà, sur son mémorandum électroniquement. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Ce n'est pas un accord, c'est un mémorandum pour se lancer dans la négociation, pour faire un accord. Mais pour moi, c'est une coquille vide. Et si on prend, bien évidemment, on a la version américaine partant d'Axios, on a la version iranienne partant de l'agence Mehr. L'agence Mehr, c'est l'agence... Mehr, plutôt Mehr. Les deux. Mehr, c'est l'agence la plus proche vraiment des gardiens de la révolution islamique. Et lorsqu'on analyse les deux, déjà la première remarque, c'est qu'on est dans deux versions complètement différentes. Totalement différentes. Totalement différentes. Voilà. Et trois, si vous me permettez, entre les deux. Je prends entre les deux, entre les deux, ni l'américaine ni l'iranienne. Si je prends entre les deux, le seul mot qui me revient, c'est vraiment la capitulation de Donald Trump. Ah oui. Donald Trump a capitulé. Il a frappé les Iraniens il y a 108 jours pour qu'ils capitulent. Aujourd'hui, Donald Trump n'a pas le programme atomique, n'a pas le programme. Donc ça va être discuté. Balistique. Il faut dire, normalement, il y a 60 jours de cessez-le-feu et pendant ces 60 jours, ils vont parler du nucléaire. Ces 60 jours-là, ça va devenir 3 fois, 4 fois, 10 fois 60 jours pour arriver à la fin du mandat de Donald Trump. Donc vous pensez que cet accord du nucléaire ne verra pas le jour avec Donald Trump? C'est peu probable. Rina Bassiste, Israël a tout de suite, parce que l'idée, les Iraniens veulent inclure le Liban dans cet accord. Israël a tout de suite affirmé qu'il s'opposait donc au retrait d'Israël du Liban. L'armée israélienne a visé la banlieue sud de Beyrouth, donc contre le Hezbollah. Est-ce que ça a failli faire capoter le deal? Il y a deux hypothèses en fait en Israël concernant cette frappe dans la Dakhia, dans le quartier sud de Beyrouth, qui était censée être une sorte de ligne rouge de la part du président américain, quelque chose justement qui peut faire capoter ces négociations et un éventuel accord. La première est qu'effectivement, Netanyahou a essayé à sa façon de déranger ce pourparlers entre Téhéran et Washington, dépassant la ligne rouge. Mais la deuxième hypothèse est différente. La deuxième hypothèse est qu'en fait,
le Premier ministre israélien a bien compris qu'il y aura un accord, s'il le veut ou pas. Si Israël est contente ou pas contente, bien sûr, Israël n'est pas du tout content de cet accord. Et Donald Trump l'a qualifié de difficile en parlant de Netanyahou. Oui, difficile, oui, c'est un, comment dire en américain, understatement. Oui. Mais, un euphémisme. Voilà. Mais Netanyahou, il a aussi d'autres considérations que ce que les présidents américains veulent. Il a d'abord la question sécuritaire, tout simplement, parce que Hezbollah continue à frapper le nord d'Israël. Pour Tzahal, la seule façon à arrêter, c'est riposter. Et la deuxième, c'est bien sûr la question politique, où les dangers viennent pour Netanyahou. Ce n'est pas tellement sa propre coalition, parce que ça, c'est évident que l'extrême droite va créer encore la guerre. Ça, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est vraiment l'opposition et tous les gens, en fait, qui habitent au nord d'Israël. Il y a beaucoup qui sont des supporters de Likoud, de sa partie à lui, et qui sont contre cet accord. Donc là, face à tout ça, il a décidé, il n'avait en fait guère de choix que riposter à Beyrouth. Donc peut-être en sachant très bien qu'un accord est inévitable, oui. et même je dirais plus que la frappe a d'une certaine façon accéléré à arriver à un accord, parce que Washington a dit « Quoi, vous essayez de nous déranger, on va vous montrer, on va arriver quand même à un accord. » Donald Trump lui a un peu tordu le bras, là, non? À Netanyahou, en tout cas, il a beaucoup insulté dans les médias. Enfin, oui, ça fait partie de la manière de faire de Donald Trump. Mais c'est assez nouveau qu'il s'en prenne à Netanyahou. Il y a eu déjà des cas où il avait dit que c'était un partenaire difficile. Je me souviens, à fin 2025. Il avait déjà dit même discours à la Knesset que Donald Trump avait fait, il avait dit que le Premier ministre israélien était quand même quelqu'un de difficile. Mais bon, voilà, c'est un partenariat particulier, effectivement. Mais sur le fond, non, il y a incontestablement, ça va être un problème, parce que pour les Iraniens, semble-t-il, auraient fait intégrer au dernier moment une clause relative à l'intégrité territoriale du Liban, et donc implicitement au retrait des forces israéliennes, ce qui est de toute façon irrecevable pour le gouvernement israélien, et comme le disait Irina, pas seulement le gouvernement, mais pour les Israéliens en général, parce que la question du désarmement du Hezbollah demeure posée, et c'est un problème majeur pour effectivement le nord d'Israël, et donc ça va être une arme, entre guillemets, entre les mains de Téhéran pour peser sur le déroulé du processus, au détriment de Donald Trump. Et puis au détriment peut-être aussi du gouvernement libanais, qui se retrouve dans une situation compliquée à gérer, puisqu'il y a ces négociations directes entre Israël et le Liban. Ce qu'on a dans la version iranienne par rapport au Liban, c'est l'arrêt du combat sur l'ensemble des fronts, y compris le front libanais. C'est tout ce qu'on a comme phrase. OK, d'accord, même si le combat s'arrête là, il y a deux grandes problématiques qui ne sont pas réglées. La première problématique, c'est les 20% de territoire libanais occupés par Israël. Par quel mécanisme Israël se retire des 20% de territoire occupés? Et la deuxième problématique, c'est les armes de Hezbollah. Qui va désarmer le Hezbollah? Les armes de Hezbollah contre le territoire occupé. Ces deux problématiques ne sont pas traitées. Et on va voir ces images en direct du couple Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Donc, juste avant la photo de famille, vous voyez cette magnifique pelouse autour de l'hôtel Le Royal Évian, où où sont finalement tous ces leaders du G7. Ces images donc en direct pour la photo de famille. On va justement l'écouter, Emmanuel Macron, lors justement de cet entretien avec Donald Trump devant la presse. Nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes, nous, sur place. Il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêts à agir très vite. Pour faire quoi? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs. Et nous avons aussi notre porte-avions, le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure. Et qui reste dans la zone. Qui reste dans la zone et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation. Et donc, ce qu'on va faire avec les Américains, parallèle avec les Iraniens, c'est nous assurer de ce déploiement pour que cette réouverture d'Ormuz puisse se faire de manière pacifique et qu'elle dure.
Bruno Darou, il l'a redit, le président français, en présence de Donald Trump, ce qu'on vient d'entendre, qu'il y avait cette coalition avec les Britanniques pour justement aider à débloquer le détroit d'Ormuz. Le Charles de Gaulle, le porte-avions, va rester sur place. Comment finalement Donald Trump a-t-il reçu cette information ? Écoutez, Stéphanie, si je voulais parler comme les jeunes, je dirais que Emmanuel Macron s'est fait un peu jeter par Donald Trump qui a dit qu'en fait, oui, il n'avait pas vraiment besoin de cette aide. C'était d'ailleurs un moment assez embarrassant pour le président français, qui a dit quand même qu'il y avait cette offre, cette proposition, cette disponibilité de la France et 20 pays au total pour aider au rétablissement d'une circulation normale dans le détroit d'Ormuz, avec notamment évidemment peut-être le déminage, même si on ne sait toujours pas vraiment combien il y a de mines, s'il y a des mines. Tout ça relève un peu par moment de la légende urbaine, mais franchement, la réaction de Donald Trump n'a pas été très aimable. Alors est-ce que Donald Trump s'est souvenu qu'il était très en colère contre ses partenaires européens qui avaient refusé de s'engager dans cette aventure américano-israélienne? Peut-être, mais ça augure quand même d'une forme de mépris. C'est peut-être un bien grand mot, quoique, mais en tout cas, Donald Trump a fait passer le message qu'en fait, il n'avait pas vraiment besoin de cette aide proposée par Emmanuel Macron. Et voilà, on voit toujours ces images. Donc, on a vu du couple Macron. On voit maintenant Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui va rejoindre donc Emmanuel Macron et Donald Trump, qui sont déjà présents. Oui, parce qu'il va y avoir un dîner. Il va y avoir un dîner, oui. Oui, c'est ça, il va y avoir un dîner. Et puis, il y a une photo de famille qui s'annonce, puisque là, on voit qu'ils arrivent. Les dirigeants devant le lac Léman, très belle vue, donc chacun arrivant. Et pour cette fameuse photo de famille, David Rigoulet-Rose, à quoi finalement concrètement, comment ça pourrait se traduire cette coalition européenne, cette mission de déminage? Et est-ce que l'Iran a effectivement miné le détroit d'Ormuz? Alors effectivement, il y a toujours l'incertitude, mais il semblerait quand même qu'il y ait eu effectivement la pose de quelques mines, oui. On va dire une vingtaine probablement. Une a même été identifiée par Oman. Donc il suffit qu'il y en ait une pour peser sur l'insécurité, la perception d'une insécurité. Voilà, on a vu Frédéric Merz passer avec donc effectivement, les Européens s'étaient proposés, une fois qu'il y aurait eu un accord, donc ce qui semble se dessiner, pour participer à la sécurisation du transit et au déminage éventuel, puisqu'il faut rappeler que les Américains n'ont pas les navires, justement, l'expertise en déminage que peuvent paradoxalement avoir les Européens, notamment français, belges, néerlandais, etc. Et donc ça explique la proposition du président français, ou plutôt le rappel de cette initiative franco-britannique. C'était aussi une manière de montrer que les Européens n'avaient pas disparu du tableau, oui. Même si évidemment il y a une forme de la part de Donald Trump, une forme effectivement de condescendance par rapport au refus qu'il y a eu par le passé de soutenir en tout cas l'opération militaire, au motif que les Européens considéraient que les conséquences de cette opération leur avaient été imposées, ce qui n'était pas faux. Et donc voilà, il y a quand même ce passif qui peut parasiter la réunion. Keir Starmer, en parlant justement du réunions quand même, Premier ministre britannique, qui arrive toujours pour cette photo, donc après Frédéric Merz qu'on a vu passer, le chancelier allemand, donc c'est au tour du Premier ministre britannique, donc très, très impliqué tout de même dans justement cette fameuse coalition Adel Bakawan pour justement aider à déminer ce détroit d'Ormuz. Oui, les voilà ensemble, donc le couple Macron et le couple Starmer. Oui, l'initiative franco-britannique aura une chance extraordinaire si jamais l'accord définitif est signé entre les Iraniens et les Américains. Et pourquoi cette alliance aura une chance très importante? Parce que tout simplement, il y a la méfiance structurelle entre les Iraniens et les Américains. Les Iraniens ne font pas confiance aux Américains pour déminer le détroit d'Ormuz et
et vice-versa. Et donc, dans ce cas-là, il faut chercher la troisième voie. Et la troisième voie est toute prête, cette initiative franco-britannique. Donc ça pourrait être finalement une opportunité. Ça pourrait tout de même Ça pourrait fonctionner, même si on voit la fin de non-recevoir de Trump en ce moment. Non, ça pourrait répondre à un besoin réciproque des Iraniens et des Américains. Rina, bassiste. Oui, moi je trouve pour Paris, c'est un cadeau tombé du ciel. Hein. D'abord qu'il y a les G7 maintenant, bien sûr la France fait partie, et que c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut demander plus que ça? Au moment où il y a la signature, et on sait très bien que la France et toute l'Europe étaient restées complètement en dehors de toutes les discussions, toutes les négociations, tout ce qui s'est passé entre les Américains et les Iraniens. Et voilà le Premier ministre canadien. Voilà, tombé du ciel, une opportunité pour le président français de se mettre au devant de la scène avec le Premier ministre canadien, donc McCartney, qui a parlé donc de cette coalition aussi des puissances moyennes. Cette coalition qui intéressait très peu en fait Washington jusqu'à maintenant. Donc je ne sais pas si ça va être quelque chose et vraiment, si vous voulez, qui va contribuer énormément à la sécurisation des droits d'Ormuz. Parce qu'au moment où les Iraniens disent on tire plus. Donc, est-ce que vraiment on a énormément besoin de bateaux qui vont accompagner? C'est pas tout à fait sûr. Les déminages, peut-être, mais on ne sait pas s'il y a 15, 20 mines, c'est pas énorme non plus. On ne sait pas combien de mines ont été posées par les Iraniens. On ne sait pas s'il s'agit d'une opération qui va durer quelques semaines ou quelque chose beaucoup plus large. Mais côté politique, là, vraiment, le président Macron, il a une occasion de dire ça y est, c'est notre tour, on va participer. Vous allez voir, l'Europe aussi peut jouer son rôle. Et voilà justement la Première ministre du Japon. Oui. On a peu parlé du Japon, vous parliez de la Chine. Ouais, moi, je voulais dire, Emmanuel Macron a cette opportunité très importante, mais une autre opportunité, personnellement, peut-être je me trompe, mais je n'ai jamais vu pendant son premier mandat, ni 12e mandat, un Donald Trump aussi fragilisé à l'échelle nationale américaine et aussi à l'échelle européenne et à l'échelle golfienne. Donc ça pourrait être une opportunité pour les Européens, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donald Trump n'a jamais été aussi isolé et n'a jamais été aussi fragilisé. Pour moi, Donald Trump a perdu une grande partie de son capital symbolique, de son capital diplomatique, de son capital même en termes de rapport de force. Aller chercher au Moyen-Orient un seul pays, y compris Israël, qui pourrait faire encore confiance en Donald Trump. C'est fini, Donald Trump. C'est pourquoi, pour moi, c'est la chute de Donald Trump historique et c'est le moment pour que les Européens imposent à Donald Trump leur agenda et lui réclamer des comptes. Alors, sont-ils capables d'imposer un agenda? Je vais poser la question à Bruno Darroux. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie se sont aussi déclarés disposés à lever les sanctions en réponse justement aux mesures de la part de l'Iran, si justement il y a cet accord sur le nucléaire. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les Européens ont ces sanctions contre l'Iran et que l'idée, ça serait que dans ces négociations, ils finissent par lever peut-être ces sanctions sur l'Iran. Oui, avant ça, je voudrais quand même réagir là, sur ce qui a été dit. Moi, je veux bien que ce soit effectivement, en soi, c'est une opportunité pour les Européens. Moi, ce que je vois simplement ici sur le terrain, c'est que pour le moment, Donald Trump ne semble pas vouloir montrer qu'il veut faire soit ce cadeau aux Européens ou montrer qu'il a besoin des Européens. Après, c'est Donald Trump. Peut-être va-t-il évoluer. Concernant les sanctions, il y a eu une petite conférence de presse de Ursula von der Leyen qui est ici et qui a dit en gros les sanctions, en fait, on les lèvera quand le comportement des Iraniens aura changé de manière crédible et durable. Donc sur le principe, effectivement, les Européens ne seraient pas hostiles à une levée des sanctions, mais ils attendent de voir des choses très concrètes de la part des Iraniens dans le cadre de cet accord. Et le problème, effectivement, comme le disait l'un de vos invités tout à l'heure, c'est que ce mémorandum, en fait, est un peu quand même une coquille vide, en particulier pour l'instant sur le programme nucléaire iranien. Voilà Ursula von der Leyen qui s'avance vers Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne. Finalement, David Rigoulet-Rose, est-ce que ce n'est pas un peu le retour de la diplomatie? On a beaucoup parlé de guerre. Là, on commence à parler de négociations. Un cessez-le-feu peut-être pendant 60 jours, des négociations qui vont se poursuivre, les Européens qui vont aussi examiner la question des sanctions à l'égard de l'Iran. Est-ce que c'est le
retour de la diplomatie? On sent qu'il y a un ouf de soulagement, hein, parce que toutes les déclarations font état de la satisfaction, justement, de la perspective déjà de la signature du protocole avant des négociations qui risquent quand même d'être très longues, hein, comme le disait Adèle tout à l'heure. Il veut faire mieux que Obama. Oui, alors a dit Donald Trump. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire mieux Obama qu'Obama? a lancé une petite pique à l'endroit de sur le Donald nucléaire. Trump en faisant valoir que c'est pas sûr que la nouvelle mouture soit plus contraignante et plus efficace que ce qu'il avait fait. Et que donc, sous-entendu, on aurait peut-être pu faire l'économie dans tous les sens du terme du conflit qui vient de se dérouler. Donc ça, Ils le reconnaissent là, non? Non, mais c'était une manière d'indisposer évidemment le président Donald Trump, qui n'a eu de cesse de dénigrer effectivement tout le travail fait pour aboutir au JCPOA de 2015. Donc on verra, de toute façon, la situation n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On a changé de monde à bien des égards. D'abord, mais sur l'enrichissement justement de l'uranium par l'Iran, est-ce qu'il va revenir justement sur des seuils qui étaient prévus par cet accord du nucléaire? Il y a le problème des 440 kilos enrichis à 60%, dont on prévoit la dilution. Mais la dilution où? En Iran ou à l'extérieur? Les Iraniens disent en Iran. Ah oui, sauf que quand on dilue en Iran, même si on dilue, on ne peut pas exclure un réenrichissement par la suite. Donc le problème demeure entier. En réalité, c'est la supervision par l'AIEA qui est fondamentale. Oui, il y a toujours... a priori, ce n'est pas dans cette... ce cadre ou ce protocole d'accord, mais la question, voilà, justement la question, est-ce que les contrôleurs de l'agence atomique, est-ce qu'ils auront les droits, à part de la question des 450 kilos, est-ce qu'ils auront les droits d'aller là où ils veulent, quand ils veulent, inspecter? Et là, les Iraniens, ils insistent non. Donc, est-ce que les 60 jours, est-ce que ça va permettre une flexibilité de la part de Téhéran? Moi, j'ai énormément de doutes. Et en plus de ces 450 kilos, il y a aussi la question de tout ce de l'uranium enrichi à 20%. Ça, c'est aussi une question. Est-ce que les Iraniens ils seront d'accord aussi de diluer ça? On n'en sait rien pour l'instant. Et là, on aura 60 jours, mais les Américains, ils auront peu de leviers, justement, pour arriver à un accord à la fin de ces 60 jours, parce que c'est assez clair qu'ils ne vont pas reprendre les hostilités. Ils ne vont pas recommencer à tirer sur l'Iran après 60 jours. Donc, à quel moment ils peuvent vraiment mettre la pression? C'est seulement s'ils ne donnent pas tout l'argent, s'ils ne dégèlent pas tout jusqu'à la fin des 60 jours, sinon il reste avec donc le levier de Trump, c'est effectivement ses avoirs iraniens, 24 milliards de dollars, hein, c'est cela dont on parle, qui sont gelés et qui donc rentrent dans la négociation face au nucléaire, que donc dégèle de ces 24 milliards. Les 24 milliards, c'est contre le détroit d'Ormuz, la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais pourtant, on est très très loin du programme atomique. Stéphanie, donc ces 24 milliards, pardonnez-moi, Adel Bakawan, qu'on comprenne justement la séquence, hein, que les téléspectateurs comprennent la séquence. Donc, réouverture du détroit d'Ormuz contre, vous dites, lâcher sur justement ces avoirs gelés, ces 24 milliards de dollars iraniens. Moi, j'ai eu des informations. Donc ça, c'est plus que ce qu'avait donné Obama à l'époque. Ah oui, oui, absolument. C'est pourquoi je dis c'est vraiment la capitulation. Lorsque je dis la capitulation, je parle des données factuelles. Je ne parle pas de la communication. Stéphanie, vous avez la communication qui ne m'intéresse absolument pas. Et vous avez les faits. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Les faits, c'est quoi? C'est que ce week-end-là, les Iraniens ne voulaient absolument pas signer le mémorandum. Pourquoi? Parce qu'ils réclamaient les 24 milliards de dollars. Donald Trump ne voulait pas signer le mémorandum tant que les Iraniens ne s'engagent pas pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Les Iraniens, ils ont dit, OK, vous nous donnez les 24 milliards de dollars. Les Qataris étaient à Téhéran pendant 17 heures, le diplomate me disait, pendant 17 heures, ils ont négocié en direct avec les Iraniens et les Américains. Et la donnée factuelle, c'est la suivante, si vous me permettez, en une phrase. C'est qu'après la guerre des 12 jours, il y a un an, au mois de juin, la République islamique d'Iran n'a jamais été aussi fragilisée. On était dans le processus de la démilitarisation du Moyen-Orient, mais aujourd'hui, et de la fragilisation de la République islamique, même on parlait de sa chute. Aujourd'hui, après 108 jours de guerre et de trêve, la République islamique d'Iran n'a jamais été aussi renforcée. Désormais, c'est l'ordre iranien qui s'impose au Moyen-Orient.
Bruno Darou, vous pouvez peut-être réagir. D'ailleurs, il a parlé de cette nouvelle équipe iranienne, hein, Donald Trump, avec Emmanuel Macron, en disant, voilà, les nouveaux, on les aime bien. C'est ce qu'il a dit il y a quelques instants, Donald Trump. C'est-à-dire donc Khalibaf, le président du Parlement, ceux avec qui il négocie. Mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans une chute du régime, là, qui était en fait promis au départ par Trump. Oui, et d'ailleurs, je pense que ce soir, il y a des dizaines et dizaines de milliers, voire de millions d'Iraniens qui s'estiment assez légitimement trahis. On se rappelle que Donald Trump leur avait dit patientez, j'arrive. Alors là aussi, effectivement, on est dans la communication de Donald Trump, hein, qui parle de nouveau régime, nouvelle équipe, mais en fait, il n'y a pas du tout de changement de régime, ce qui potentiellement pouvait être l'un des objectifs. Au contraire, le régime sort renforcé de cette séquence, et l'Iran, ça a été dit, sur le plan régional également. D'ailleurs, ici à Évian, il y a les responsables des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Égypte, qui sont là, qui vont s'exprimer demain, et il y a sans doute chez eux aussi des interrogations sur cet accord cadre, mais qui n'est qu'un cadre pour l'instant. Il faut rappeler aussi que c'est un drôle d'accord tout de même, au-delà des questions de contenu, puisque en quelque sorte, normalement, un accord c'est entre deux parties, et là il inclut de facto, si on comprend bien, Israël et le Liban, en leur imposant des choses auxquelles finalement ces deux pays n'ont pas été associés, d'où les réticences israéliennes exprimées notamment par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Justement, sur les pays du Golfe, David Rigolero, c'est intéressant ce que vient de dire Bruno Darou. D'abord, ils ont été invités. MBS aussi, mais il n'est pas venu. Hein, le prince héritier saoudien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à Évian? Mais il y a donc les Émiratis, il y a également l'Égypte, le Qatar qui a joué donc un rôle essentiel dans ces négociations. Quel est leur... qu'est-ce qui va se passer demain entre eux et Trump? C'est intéressant parce qu'effectivement, ça montre que y a la voix des pétromonarchies. Alors, voix pas toujours qui peuvent être dissonantes entre eux, mais par rapport au risque iranien est majeur, a été majeur aussi dans l'évaluation faite par Trump pour arrêter le conflit, en fait. Il se dit d'ailleurs que pour le Qatar, puisqu'on évoquait le Qatar tout à l'heure, que le Qatar aurait débloqué secrètement près d'1 milliard de dollars en liquide au profit de Téhéran. Et les avoir gelés au Qatar. Alors, c'est pas tout à fait les avoir gelés, non, c'est autre chose. Une avance. Une avance. Mais donc, pour faciliter, on va dire, et pour éviter que le Qatar se retrouve à cibler, comme les Émirats, d'ailleurs, qui auraient négocié quelque chose de leur côté. Donc, chacun faisant, en fait, des négociations bilatérales pour préserver sa sécurité. Donc, on voit qu'effectivement, c'est dire qu'il y a une dévaluation de l'assurance multirisque américaine, oui, par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est le problème. Intéressant aussi d'ailleurs le New York Times qui affirme que Trump, dans une interview au New York Times, proposerait justement pour protéger les États du Golfe, oui, moyennant finance, c'est-à-dire qu'en fait il enverrait plutôt une force américaine moyennant finance. On n'est plus du tout dans des garanties de sécurité américaines comme avant. Écoutez Stéphanie, franchement les choses ne vont pas passer comme ça, hein, comme il veut Donald Trump. C'est fini. So, Donald Trump, lorsqu'il réunissait tous les dirigeants européens devant lui comme s'il était le professeur face à ses élèves, ou lorsqu'il a reçu à son bureau ovale Volodymyr Zelensky pour lui donner des leçons. C'est fini tout ça. Ou donner des leçons aux golfiens. Tout le monde, ça, on arrive à un moment critique dans l'histoire relationnelle entre Washington et le monde. Tout le monde réclame des comptes. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cette région? Mais comment vous avez signé un tel accord? Mais qu'est-ce que vous avez mis dans cet accord? Mais sortez-nous le texte. Sortez-nous le texte. Qu'est-ce que vous avez décidé? La France. Vous pensez que c'est les pays du Golfe qui disent ça pas aussi? seulement la France, le Royaume-Uni. Ça fait pas un siècle qu'ils ont mis les gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Donald Trump signe le mémorandum avec les gardiens de la révolution islamique, parce que Khalibaf, il faut le dire, c'est un général des gardiens de la révolution islamique devenu président de l'Assemblée nationale. Autrement dit, vous avez un Mohamed Ben Zayed, MBZ, il va demander des comptes à Donald Trump. Pourquoi vous nous avez jetés dans les bras des Pasdaran? Vous avez le Qatari, l'Égypte, l'Égyptien Maréchal Sissi, vous avez les Israéliens. Il y a Benjamin Netanyahu qui a demandé en urgence, avant vendredi, une réunion avec Donald Trump. Avant vendredi, c'est-à-dire avant la signature de l'accord. Donc tout le monde réclame des comptes à un Donald
Donald Trump ultra Alors, est-ce fragilisé. qu'il va rendre des comptes, Donald Trump? Rien n'est- Bon, Il bien va le sûr. faire à un moment donné. À un certain moment, il y aura les textes, tout le monde va voir, mais ça fait maintenant effectivement au moins une dizaine de jours que tous les associés de Benjamin Netanyahu essayent d'avoir des détails qu'ils appellent tout le monde à Washington pour retirer justement qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers. Et tout ce qu'ils ont, c'est plus ou moins ce qui est dans la presse. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée. Il y avait des assurances côté américain, ils disent calmez-vous, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais bien sûr, quand on vous dit ne vous inquiétez pas, vous vous inquiétez davantage. Et donc là, pour Israël, il y a énormément d'inquiétudes. Et en Israël, on est sûr et certain que c'est un L'État du accord Golfe, qui oui. va être très dangereux pour Israël. Et on peut s'imaginer que aussi pour certains pays des Golfe, si vraiment il y aura un texte qui sera très généraliste aux premières étapes, qui ne va pas entrer dans les négociations, où les détails vont être négociés que dans cette deuxième phase, et on ne sait pas comment ça va se passer, pour eux aussi, ça sera extrêmement compliqué. Ce n'est pas par hasard que Ça explique les peut-être Saoudiens... l'absence de MBS, alors. Oui, mais je vais dire un G7. petit mot. Attention, l'Élysée, parce que les Saoudiens ne sont pas venus non plus vendredi pour la grande conférence des deux États qui était organisée par le Quai d'Orsay. Donc, on peut se demander, est-ce que les Saoudiens ne veulent plus venir sur la terre française? Je mets un point Il y a d'interrogation. une dispute là entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien. Non, Pourtant, ils étaient sur la même longueur d'onde. On se souvient sur la reconnaissance de l'État palestinien. Ça, c'était Justement, l'année ils ne sont pas dernière. venus. Oui, ils ne sont pas venus, justement. Donc, là, Dans le principe, en tout cas, ils étaient plutôt d'accord. Oui, mais ça montre une indisposition. Et puis justement, quand je dis qu'il y a une recomposition, puisque c'est le titre du dernier numéro, mais justement de cette région, et on voit qu'il y a un pays qui a émergé dans cette recomposition. C'est le médiateur pakistanais. Oui. Justement. Oui. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il est sollicité maintenant. Alors, il a un accord de défense avec l'Arabie Saoudite, mais il commence à être sollicité par d'autres pétromonarchies, Koweït, etc. En se disant que, compte tenu des incertitudes sur la garantie américaine, il y a... S'il commence à monnayer la Bah, sécurité, Donald Trump, avec les pays du Golfe, effectivement, ils sont... Le Moyen-Orient est en décomposition et recomposition. Alors, vous avez deux titres de livres. Non, mais qui sont vous parlez de complémentaires. recomposition et vous de décomposition. Pourquoi? Parce que les Iraniens et les Saoudiens, ils sont en dialogue permanent. Ils ont un accord stratégique signé le 10 mars 2023 à Pékin. Les Iraniens, ils ont dit aux Saoudiens clairement, vous êtes la plus grande puissance sunnite au Moyen-Orient. Nous sommes la plus grande puissance chiite au Moyen-Orient. Venons mettre en place un nouveau Sykes-Picot au Moyen-Orient qui sera une version saoudo-iranienne. Enfin là, ils ne peuvent plus faire confiance aux Iraniens. Comment? Ils peuvent plus faire confiance aux Iraniens non plus. Mais Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que les Saoudiens, après tout ce qui s'est passé, ils peuvent faire confiance encore aux Américains? Est-ce que les Européens donc ni font confiance Américains, ni Iraniens. Oui, ni les Américains, ni les Iraniens, mais les intérêts nationaux de l'Arabie Saoudite. Ce qui compte, c'est ce principe-là. Et selon ces intérêts, ils ne vont absolument pas payer 20% de leur pétrole à Donald Trump pour acheter de leur garantie. Un ministère des Affaires étrangères me disait, il y a à peu près 1 an et demi, c'est pas la peine qu'on mette en place des milliards et des milliards de dollars dans l'armement parce qu'on a acheté la protection américaine. Il y a quelques semaines, le même ministre qui me disait, c'est fini la protection américaine, on cherche l'alternative. Bruno Darroux, sur cette protection américaine, qu'on a effectivement lu cette interview de Donald Trump au New York Times disant qu'il allait monnayer maintenant cette protection américaine. C'est quand même assez nouveau. Oui, c'est assez nouveau, mais en fait, on peut, par rapport à ce qui vient d'être dit, on peut aussi considérer que ça fait partie, pour le coup, j'ose pas dire le socle idéologique de Donald Trump, enfin ce sur quoi il s'était engagé, à ce que les États-Unis ne soient plus le gendarme du monde. Et donc on peut faire le parallèle aussi avec ce qui s'est passé avec les pays de l'OTAN et les pays européens, où Donald Trump, alors là, a été plus clair, leur a dit c'est à vous de financer votre effort militaire. Alors c'est vrai qu'avec les pays du Golfe, c'est pas le même discours, mais finalement le résultat semble relativement semblable, c'est-à-dire que ces pays, alors notamment l'Arabie Saoudite qui en a les moyens, mais prennent conscience qu'ils vont devoir très sans doute faire eux-mêmes cet effort de défense. Et du côté des monarchies du Golfe, je pense qu'il y a un véritable traumatisme à l'issue de la période que nous venons de vivre, parce que, comme l'a dit David Rigoleros il y a quelques instants, l'assurance multirisque des États-Unis, ils ont vu que ça n'avait pas du tout fonctionné.
Et en plus, ils craignent la nouvelle puissance de l'Iran qui sort diplomatiquement renforcée, encore une fois, de cette séquence, et dans la région, et aussi, on ne l'a pas encore dit, mais vis-à-vis de ce qu'on appelle le Sud global, les Iraniens ont tenu tête à une intervention conjointe des Américains et des Israéliens, ce que les Iraniens redoutaient auparavant. Désormais, effectivement, un des grands changements, c'est que cette guerre, est-elle terminée ou pas ? C'est sans doute trop tôt pour le dire, mais les Iraniens ont vécu cette expérience. Ils ont aussi utilisé pour la première fois cette carte du détroit d'Ormuz et ils ont vu que ça marchait. Donc la situation est très différente de ce qui se passait auparavant. Est-ce qu'on peut espérer une paix, David Rigoulet-Rose, cette fois au Moyen-Orient ? On en est loin pour l'instant. On en est loin. Donc vendredi, il y aura cette signature effective avec J.D. Vance et Donald Trump et Khalibaf, donc à Genève. Oui. Ensuite, 60 jours de négociations. Justement, par rapport à la signature évoquée, c'est très très surprenant, voire improbable, qu'il y ait les deux personnes. Oui, pourquoi J.D. Vance avec Donald Trump? C'est pas possible, puisqu'il y a normalement il y a une dissociation. Les deux ne peuvent pas être au même endroit. Il y en a un qui est censé rester. Donald Trump n'a pas vraiment confirmé encore. Hein. Oui, il n'a pas confirmé. Donc pour l'instant, ce serait plutôt J.D. Vance. Oui, alors qui en est un, plutôt J.D. Vance, mais les deux simultanément, ça paraît difficilement imaginable pour des raisons évidentes. Que l'exécutif doit se dissocier. Mais c'est vrai en France comme ailleurs d'ailleurs. Le président de la République et son Premier ministre, etc. Ils ne vont pas signer tous les deux. Non, c'est ça. Mais par contre, si tu me permets, David, juste dans une parenthèse, j'étais fortement étonné lorsque J.D. Vance a annoncé que les deux ont signé électroniquement. Et pour les Iraniens, c'est seulement Khalibaf. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, a priori, l'un ou l'autre, mais ensuite, il y a 60 jours de négociations. Est-ce qu'il peut y avoir une paix? Alors, c'est plutôt après les 60 jours, un processus de déconfliction qu'une paix, justement, qui est mise en œuvre en ce moment avec le protocole d'accord. On n'est pas à une situation de pacification comme l'aurait rêvé sans doute Donald Trump avec ses fameux accords d'Abraham. Non, là, il y a une logique, de cessation des hostilités et de déconfliction. Avec des attendus très incertains compte tenu du flou qui prévaut justement sur le protocole en question. Et on apprend à l'instant que le ministre des Affaires étrangères iranien a discuté avec le président Aoun et avec Nabi Berri, le président du Parlement libanais. Voilà, quid de... Netanyahou va donner une conférence de presse. A priori, Rina, Israël a dit qu'il n'allait pas se retirer du Liban. Ça, dans les 60 jours... C'est un petit peu plus compliqué que ça, bien sûr. Ils ne vont pas se retirer parce que les États-Unis et les Iraniens, ils ont signé un accord. D'abord, il faut voir la balle, et d'abord, dans le cas iranien, il faut voir si Hezbollah donne un prétexte à M. Netanyahou de continuer à frapper. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, les négociations à Washington. Il y a quand même des négociations entre Jérusalem et Beyrouth. Et le Liban. Pour mettre en face ce processus, ça dépend d'abord de ça. Merci Rina Bassis, Adel Bakaouad, David Rigoulet-Rose. Merci Bruno Darou d'avoir été avec nous en direct d'Évian. On se retrouve demain.